Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce débat dînatoire. Comme il le dit, c'est les jeunes savants d'aujourd'hui. Nous, on appelait ça à l'époque conférence, dîner ou dîner débat ou dîner conférence. Mais ça sonne plus savant quand même. Débat dînatoire. Ben, je voudrais tout d'abord, au nom de Africa 21, donc vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir pris la peine de vous déplacer pour venir participer à cet échange. Nous allons avoir avec notre amie Marianne. Peut-être très rapidement, Marianne, elle est la présidente de Africa 21, l'antenne du Cameroun. Mais en ce moment, elle est ici dans le cadre d'une activité qu'elle a à l'OMC. Et donc peut-être que si elle veut bien, elle nous donnera un peu plus de détails, puisque je n'en sais pas plus. Aujourd'hui, Marianne a proposé de nous entretenir sur une thématique qui fait l'objet de ses recherches depuis quelque temps. Et si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais donc proposer que Marianne, que tu te présentes un peu brièvement et puis que tu donnes un peu l'introduction à la thématique que tu vas présenter. Et ensuite, nous passerons à un débat ou à une discussion comme vous le voulez. Merci Pierre, je vais passer la parole. Bonsoir de nouveau à tout le monde. Je suis actuellement à l'OMC en stage dans le cadre de leur programme de doctorat. Ils ont un programme de stage pour doctorant finissant. Et j'ai postulé il y a quelques mois, en fin d'année dernière, et ils m'ont retenu, ils m'ont accordé 3 mois de stage. Donc je suis venue, puisque en fait ça concerne les gens qui travaillent sur des questions commerciales, quel que soit le secteur d'activité, ça peut être en sciences sociales ou bien en droit ou en sciences économiques. Et dès lors que c'est un rapport avec le commerce, ça peut les intéresser. Et puis quand on postule, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que on peut prendre ça au cours de l'année, donc il n'y a pas une période, une deadline qu'il faut respecter. Dès que tu es prêt, tu envoies ton dossier, ils étudient, si ça les intéresse, ils te font un feedback. Et puis, ça va rapidement, quoi. Et depuis 3 ans, donc depuis 2013, je travaille sur les questions de pauvreté, particulièrement la pauvreté multidimensionnelle. Donc j'étais déjà d'abord ici, j'avais eu la bourse de la Confédération suisse qui m'a permis de passer 1 an ici au cadre du institut. C'est où j'ai commencé mes travaux de recherche en thèse. Et j'ai commencé à m'intéresser à la pauvreté parce que je m'étais rendu compte que déjà en master, j'ai travaillé sur l'investissement, sur les investissements étrangers. Donc ça n'a rien à voir avec les questions de pauvreté. Mais pendant mes lectures, je me suis rendu compte que entre 1996 et 2001, on a eu une baisse suffisamment significative du taux de pauvreté au Cameroun, alors qu'on était sous programme d'ajustement structurel. C'est avec un aspect social qui avait été déjà introduit à ce moment-là. Et entre 2001 et 2007, étant dans le programme des pays pauvres très endettés, on a eu des remises de dettes, mais le taux de pauvreté a baissé de 0,3 points. Alors j'ai commencé à me questionner, mais pourquoi avec autant d'argent qu'on a pu avoir du fait de ce programme, on n'a pas pu vraiment baisser de manière sensible la pauvreté. Certes, ces indicateurs sont des indicateurs dits monétaires, c'est-à-dire qui se basent sur le niveau des dépenses des ménages. Mais du coup, dans la suite de mes recherches, de mes lectures, j'ai pensé qu'il serait intéressant de travailler sur l'aspect multidimensionnel parce que les chercheurs au niveau international qui travaillent sur les questions de pauvreté s'accordent à dire que la question de pauvreté est multidimensionnelle. Ce n'est pas juste les questions d'argent, il y a également les questions d'accès aux services, les questions d'accès à un certain nombre de choses, ou bien l'état de santé de la personne qui doivent être prises en compte, et même aussi la pauvreté subjective. C'est dans mon travail, je suis parenthèse sur la pauvreté subjective parce que c'est un autre champ, mais c'est un champ aussi important. On peut avoir l'impression qu'on peut avoir l'impression qu'on a des moyens financiers nécessaires, mais on a l'impression qu'on est pauvre par rapport à une autre personne. Et là, du coup, ça a un certain nombre d'implications. Dans le thème de ma présentation, ou bien de ma thèse, c'est la dynamique de la pauvreté multidimensionnelle au Cameroun, le commerce international comme solution alternative de lutte contre la pauvreté. Pourquoi le commerce international? Parce que j'ai également eu parallèlement à prendre des cours sur le commerce international. Ça m'a permis de voir, certes, il y a des aspects négatifs ou des impacts négatifs que le commerce peut avoir, mais il a également beaucoup de potentiel. Alors je me suis dit en observant notre pays que peut-être que si on s'ancre davantage sur ce secteur-là,
ça peut avoir plus d'effet sur la réduction de la pauvreté, puisque les politiques qui sont mises en œuvre jusqu'à présent ne sont pas si efficaces que ça, à la preuve que le taux de pauvreté, on n'arrive pas à le baisser. Et entre 2007 et 2014, on a constaté une baisse du taux de pauvreté de 2,5%, alors que dans la réalité, on a eu une hausse d'1 million de personnes qui sont devenues pauvres entre 2007 et 2014. Et ça a été aussi le cas entre 2001 et 2007. Donc entre 2001 et 2014, on a eu une hausse de 2 millions de pauvres au Cameroun. Même si en termes de taux, en termes relatifs, il y a eu une légère baisse. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est en rapport avec le ciblage des pauvres, ou alors c'est tout simplement les politiques qui sont mises en œuvre qui ne sont pas efficaces? Voilà. Donc en termes de plan de présentation, j'ai un peu brossé le contexte. Je vais donc vous présenter également mes questions de recherche, les objectifs, un petit point sur les données. Et puis j'ai 3 objectifs principaux. Je vais donc également les présenter au fur et à mesure, mais quand je vais les présenter, je vais également les présenter directement avec les résultats obtenus. Et puis je vais faire une conclusion et quelques recommandations que j'ai pu obtenir dans mon travail. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde sait où c'est tout le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale qui est à près de 475 000 km² en termes de superficie. Nous sommes voisins au Nigeria, juste vraiment collés. Et notre population est estimée à 23 millions en 2015 environ. C'est une estimation parce que le dernier recensement de la population date de plus de 5 ans au moins. Le dernier recensement qui a été fait. Et on est membre de la CEMAC et de la CEAC. Donc comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'évolution du taux de pauvreté. Peut-être qu'il faut dire qu'est-ce que c'est CEMAC, l'acronyme. Oui, CEMAC, c'est Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lui, il est plus grand parce que le premier, c'est une zone monétaire. Ça fait partie de la zone franc. Et la CEAC, c'est maintenant plutôt une zone économique et qui compte près de 11 pays. Alors que la CEMAC compte 6 pays. Donc les pays de la CEMAC font aussi partie de la CEAC parce qu'ils sont dans le Golfe de Guinée et puis il y a une extension vers la République démocratique du Congo, le Burundi, je pense. Oui, qui est dans la CEAC. Avant, il y avait le Rwanda, mais le Rwanda s'est retiré. Il s'est retiré, il est dans enfin, il a suspendu sa participation. D'accord, donc j'ai également fait un peu une petite étude par rapport à quelques autres pays d'Afrique. Par exemple, j'ai pris le cas du Ghana, qui a réduit son taux de pauvreté de près de 7% entre 2005 et 2012. J'ai vu également le cas du Congo, il y a une légère baisse. Même si par ailleurs, il y a des pays comme la Guinée équatoriale qui, pour les informations les plus récentes, ont un taux de pauvreté assez élevé. Néanmoins, le Cameroun étant un acteur majeur dans sa zone monétaire, devrait être capable de baisser davantage que ce qui est observé jusqu'à présent. Puisqu'on est encore tout de 37% de personnes pauvres officiellement. Il y a un programme spécifique qui a été mis en œuvre à partir de 2008 suite à la crise mondiale qui a fait la crise qui est au niveau mondial, qui a également influencé notre pays à travers la hausse des prix des produits alimentaires. Et le gouvernement a pris un certain nombre de mesures en exemptant de droits de douane l'importation de certains produits comme le riz, le blé, le poulet, le sucre. Mais une étude minutieuse de ces produits montre que, par exemple, un produit comme le poisson, non, comme le blé ou le poulet, une très faible partie de la population les consomme. Donc du coup, ça cause déjà un problème au niveau du type de produit qui prend et est pris en compte. Parce que l'idée, c'était la lutte contre la vie chère. C'était de permettre aux gens d'avoir accès à des produits alimentaires à des prix réduits. Par ailleurs, le riz, par exemple, dont 70% de la population consomme, on se rend compte que 50% des ménages pauvres n'en consomment pas. Donc ça veut dire que toute exemption qui se fait sur le riz va majoritairement aux ménages non pauvres. Parce que c'est une mesure qui est ouverte à tout le monde et c'est à chacun selon le type de produit qu'on consomme qui peut tirer avantage de cette aide indirecte. Parce qu'on appelle ça une aide indirecte que l'État accorde à la population. Par ailleurs également, quand j'ai observé le prix, l'évolution de l'importation de poissons, le poisson congelé, c'est le maquereau congelé qui fait partie des produits qui sont exemptés de droits de douane, on se rend compte que depuis 2008, le prix a augmenté alors que c'est exempté de droits de douane. L'objectif c'était de faire baisser le prix, ou au moins de le stabiliser, mais le prix a augmenté.
Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une question, est-ce que le problème c'est comment est-ce qu'on cible les choses dans le segment des ménages des pauvres, ou alors c'est carrément les politiques qui ont entièrement échoué? D'un autre côté, quand on regarde l'évaluation des zones au Cameroun, on a l'OMD 1, sortie de millénaire pour le développement, l'OMD 1, qui est en rapport avec l'extrême pauvreté. L'État du Cameroun lui-même a essayé de faire une évaluation de l'OMD, et comme vous voyez sur ce graphique-là, celui-ci qui est en rapport avec l'extrême pauvreté, la conclusion. Oh, vous voyez pas, ok, je vais un peu ramener parce que oui, je vais donner des chiffres, mais. Oui, c'est bon. Ok, d'accord, merci. Donc, leur conclusion à eux-mêmes, c'est que le résultat qu'ils ont obtenu jusqu'à présent est très éloigné de la cible qui était prévue en 2015. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire, et par conséquent, il est intéressant de commencer à voir quelles sont les alternatives qui peuvent être prises en compte. Il est important de rappeler que le Cameroun est membre fondateur de l'OMC depuis 1995, et jusqu'à présent, il n'est pas très actif dans la sphère internationale en rapport avec le commerce international. Par exemple, en 2016-2012, il n'a pas pris part à 60 activités organisées par l'OMC. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est en train de mettre en œuvre un accord de partenariat économique intérimaire avec l'Union européenne, qui a commencé, je pense, en août 2016. Alors, donc, les questions de recherche que j'ai formulées sont basées sur 3 citations. Premièrement, comme j'ai dit précédemment, la reconnaissance au niveau international de la multidimensionnalité de la pauvreté, qui est un point important à prendre en compte. La deuxième citation en rapport avec la Banque mondiale, qui est l'un des leaders, les organisations leaders en matière de développement dans le monde, qui dit qu'il faut, pour mettre en œuvre de manière efficace l'agenda post-2015, il est intéressant de vraiment comprendre la pauvreté au niveau de ses dimensions, au niveau de sa composition dans les différentes sous-groupes de la population et dans les différentes régions. Et troisièmement, on a également, j'ai une troisième citation qui vient de la Banque mondiale et de l'OMC, qui reconnaît que la croissance continue d'être le facteur principal de lutte contre la pauvreté, et le commerce va continuer d'être le moteur de la croissance, ou bien un des moteurs de la croissance. Donc sur cette base-là, et ayant vu le contexte qui existe, qui prévaut au Cameroun, donc je me suis donc posé comme question principale de recherche, comment est-ce que le Cameroun peut utiliser le commerce international pour réduire efficacement la pauvreté en vue de l'atteinte de l'objectif de l'ODD 1, l'objectif de développement durable 1, qui est en rapport avec la réduction de l'extrême pauvreté. Donc j'ai 3 questions spécifiques. La première question, c'est déjà d'abord, sous quelle forme se présente la pauvreté multidimensionnelle au Cameroun? Quelles sont les caractérisations? Comment ça fonctionne? Comment ça a évolué dans le temps, entre une ou deux périodes? Et finalement, dans quelle mesure le commerce peut influencer le niveau de pauvreté au Cameroun? Et les objectifs donc, qui suivent de cela, c'est d'abord, je vais estimer dans un premier temps, sur la base de certains modèles économiques, quels sont les indicateurs de pauvreté multidimensionnelle, quels sont les déterminants, qu'est-ce qui permet de justifier la hausse ou la baisse de la pauvreté, et troisièmement, dans quelle mesure, ou bien quel est l'impact du commerce international sur le niveau de pauvreté multidimensionnelle. Est-ce que ça peut permettre de réduire, est-ce que ça peut permettre plutôt d'accroître, ou alors les résultats sont mitigés, parce que c'est les différentes possibilités qu'on peut avoir. Donc, en matière d'enquête de données, j'ai eu des données du site de la SMICET, de World Development Indicators 2015, l'OCDE, du BICREP, et de 2 enquêtes camerounaises auprès des ménages, qui sont des enquêtes à portée nationale, qui permettent d'évaluer le niveau de pauvreté, en fait, le niveau de pauvreté ou de non-pauvreté des ménages camerounais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à portée nationale, dont l'échantillonnage a permis de couvrir toutes les dimensions, ou bien toutes les couches sociales qui existent dans le pays. Donc c'est assez représentatif. Alors, un des éléments importants dans l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle, c'est quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de la pauvreté. Par exemple, j'ai choisi 6 dimensions principalement, des dimensions comme
la consommation finale, c'est-à-dire les dépenses que le ménage fait en matière d'alimentation, en matière d'éducation des enfants, en matière de loisirs, en matière de boissons, en matière... Donc on compute tout ça et puis ça permet donc d'évaluer le niveau de consommation du ménage. Excusez, oui. Une 4 saisons. Donc, c'est bon? D'accord. Donc, je disais, il y a la consommation finale que j'ai trouvé pertinent pour introduire dans l'analyse. Il y a le niveau d'éducation, qui est un élément important, par exemple, qui influence la capacité à avoir peut-être du travail dans le secteur formel, qui est très souvent mieux rémunéré et qui peut vraiment permettre de se prendre en charge de manière décente. J'ai également pris en compte la qualité de l'habitat. Par exemple, est-ce que la personne possède la maison, la maison d'habitation, ou alors est-ce qu'elle vit en location, ou encore est-ce qu'elle est hébergée par un tiers, parce que tout ça, comme si par exemple j'ai une maison à louer, si je loue une maison, il faudrait que chaque mois que je m'assure que je sois capable de payer le loyer. Si je possède ma propre maison, la question se pose autrement parce que là je n'ai plus besoin de payer un loyer. Cet argent peut être utilisé à faire d'autres choses. Ou alors je peux mettre même ma maison en location, ce qui me génère des revenus. Mais également en termes de, en ce qui concerne par exemple l'habitat, on regarde également la qualité du matériau utilisé pour le sol. Est-ce que c'est en terre, est-ce que c'est caréné, parce que c'est un estimateur du niveau de vie également. On voit le matériau utilisé pour le toit. Est-ce que c'est de la tôle? Est-ce que c'est de la paille? On voit également le matériau utilisé pour les murs? Donc c'est également autant d'éléments qu'on regarde parce que si on a une maison qui est faite, je sais pas, en bambou, peut-être qu'elle est très peu résistante. Donc du coup, il y a des risques de maladie, il y a un certain nombre de choses qui vont avec. On a également un point en rapport avec les services de base, l'accès aux services de base, parce que là, ce n'est pas un truc qui dépend de l'individu, mais là, c'est des services qui sont offerts par l'État. Par exemple, l'accès à l'électricité. Un enfant qui vit dans une maison où il n'y a pas d'électricité, ça a une influence sur son éducation. Et il y a un certain nombre de choses qui vont avec la présence ou non de l'électricité. On a par exemple la qualité des sanitaires. On a par exemple l'accès à une source d'eau. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller chercher de l'eau potable? Ça c'est l'eau d'alimentation, pas forcément l'eau pour travailler, pour faire le ménage, mais surtout l'eau à boire. Est-ce que tu marches pendant plus de 30 minutes pour avoir accès à l'eau? Ça prouve, si tu marches plus de 30 minutes, ça veut dire qu'on considère que tu es privé dans l'accès à l'eau. Parce que 30 minutes, c'est beaucoup. Pendant 30 minutes, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Donc si tu mets 30 minutes pour aller chercher de l'eau et 30 minutes pour rentrer chez toi, ça te fait 1 heure. Peut-être chaque jour pour aller chercher de l'eau. Ça pose un problème. On a également d'autres éléments comme par exemple la distance à l'école publique. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce que l'école est loin. Et du coup, il aura beaucoup de chances d'être pauvre plus tard parce qu'il aura peu de chances d'avoir un travail fort dans le secteur formel. Il sera dans le secteur informel avec la fragilité qui va avec. On a des éléments par exemple comme les avoirs. Est-ce qu'on a un réfrigérateur? Si j'ai un réfrigérateur, ça me facilite plus la vie parce que je peux préparer des repas à l'avance. Je mets là, ça me libère du temps pour aller faire d'autres choses et avoir un peu plus de moyens, ainsi de suite. Est-ce que j'ai un véhicule où je vais à pied, où je me dépasse à pied? Est-ce que j'ai une moto? Est-ce que j'ai un téléphone qui conditionne par exemple l'accès à l'information? Est-ce que j'ai un poste radio? On sait que l'information fait partie des éléments clés. Quand tu n'as pas l'information, il y a beaucoup de choses que tu peux manquer qui vont avec. Il y a également l'aspect en rapport avec la santé. Quelle est la dernière fois, quelle est la date à laquelle je suis allée consulter un médecin? Est-ce que ça fait 1 an? Est-ce que ça fait 2 semaines? Est-ce que ça fait 6 mois? Oui, parce qu'il y en a qui font même 2 ans sans aller chez un médecin. Et là, du coup, on n'est pas sûr de la qualité de sa santé. Quel est le temps que je mets pour arriver au centre de santé le plus proche de chez moi? Si je dois mettre 1 heure de temps ou 2 heures pour aller à l'hôpital, ça devient problématique parce que là, dès que j'ai un problème, déjà juste la distance peut me décourager d'aller à l'hôpital. Je commence à chercher des solutions alternatives qui peuvent ne pas être efficaces. Et peut-être le mal peut s'aggraver, ainsi de suite. Donc voilà les dimensions que j'ai pris en compte dans l'analyse de la pauvreté, dans l'évaluation des indicateurs de pauvreté. Et quand j'ai appliqué cela dans le modèle économétrique, je me suis rendu compte que entre 2001 et 2007, les valeurs, le nombre de personnes qui étaient privées, parce que pour chaque dimension, on essaie de voir
si tu as accès à ça ou pas. On fixe un seuil. Si par exemple je dois marcher 30 minutes pour avoir de l'eau potable, ça veut dire que je suis privé dans l'accès à l'eau potable. Si je marche moins de 30 minutes, ça veut dire que je ne suis pas privé. Donc je fais cela pour chaque indicateur et je me rends compte qu'il y a plus de personnes privées dans la plupart de toutes ces dimensions en 2007 qu'en 2001, sauf pour le téléphone. En 2007, les gens ont plus accès au téléphone qu'en 2001. Et ça, la raison s'explique parce que avec l'arrivée des téléphones venant de la Chine, avec près de l'équivalent de 10 francs suisses, on peut avoir un téléphone au Cameroun. L'équivalent de 10 francs suisses, donc si on convertit en francs CFA, on peut avoir un téléphone. Et les smartphones, peut-être pas forcément de très bonne qualité, sont également accessibles. Donc les gens sont connectés sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite. Parce que le meilleur accès à Internet se fait à travers à travers le téléphone. L'accès à Internet classique, le Wi-Fi ou bien les câbles, c'est très peu répandu parce que c'est environ 12 personnes. 12%, Julien? Ça pourrait être aussi l'autre jour. 12% de la population qui a accès à Internet. Bon, à peu près, environ. Donc, c'est la seule chose que sur laquelle je me suis rendu compte qu'il y a très peu de personnes qui étaient privées. Mais pour les autres indicateurs, le nombre de personnes qui n'avaient pas accès ou de manière considérable, bien de manière intéressante à ces autres dimensions a plutôt augmenté. Donc ce qui montre que, contrairement à l'aspect monétaire qui dit qu'il y a eu une légère baisse dans le nombre de personnes, dans le pourcentage de personnes pauvres, n'est pas réel lorsqu'on prend en compte un plus grand nombre de dimensions. Et qui sont tous des indicateurs qui sont importants pour le bien-être de la personne. Parce que le bien-être n'est pas seulement avoir accès à de l'argent. Comme les ailes, alors pour avoir de l'argent, on n'arrive pas, on n'a pas une route bitumée. Si je n'ai pas une route bitumée et que je suis un producteur, je ne sais pas trop, d'ananas ou de tomates, du coup, les véhicules ne vont pas venir récupérer mes produits pour que je puisse avoir des revenus. Donc du coup, ça devient une spirale. Je n'ai pas de route bitumée près de chez moi, ma production va pourrir. Du coup, je n'aurai pas assez d'argent pour prendre soin de moi, ni pour prendre soin de mes enfants et tout ce qui va avec. Ni encore moins pour me faire plaisir, quoi. Et lorsque j'ai maintenant essayé de voir au niveau des régions, dans le cadre de la collecte de données, on a créé 12 régions. Je me suis également rendu compte que lorsqu'on fixe le seuil de pauvreté multidimensionnel au niveau national, et on essaie de classer chacune des 12 régions. En 2001, on a 5 régions sur 12 dont le taux de pauvreté multidimensionnelle est supérieur à la moyenne nationale. Mais en 2007, on en a 7 sur 12. Donc il y a 2 autres qui se sont ajoutés et qui montrent que la situation s'est plutôt empirée entre 2001 et 2007. Malgré tout ce qu'on a eu comme entrée d'argent. Et un autre aspect de l'analyse, c'est la comparaison entre le milieu urbain et le milieu rural. Quand on prend cette comparaison, la situation au milieu rural s'est vraiment détériorée et l'écart est très sensible entre le milieu urbain et le milieu rural. Ce qui confirme également que de manière globale, toutes les études qui ont été menées au Cameroun sur l'analyse de la pauvreté concluent que la pauvreté au Cameroun c'est un phénomène d'abord rural. Donc, la pauvreté est très présente dans les zones rurales au Cameroun. Et lorsqu'on prend également une analyse selon le sexe, au final les femmes s'en sortent mieux sur la période entre 2000 et 2007 comparé aux hommes. L'écart n'est pas très grand, mais il y a quand même un écart. Les conditions des femmes se sont un peu plus améliorées comparées à celles des hommes. Donc ça c'est la répartition. Quand on mesure la pauvreté multidimensionnelle et qu'on la quantifie selon soit les dimensions qui sont prises en compte et ou selon les sous-groupes de la population. C'est vrai qu'il y a d'autres comment je vais dire ça? Il y a d'autres aspects de l'analyse, par exemple, selon les groupes ethniques qui ont été faits pour voir quels sont les groupes ethniques qui ont vu la situation se détériorer plus rapidement que les autres, ainsi de suite. Bon, mais là, je ne les ai pas introduits dans cette présentation, mais je les ai pris en compte également. Quand je prends maintenant un thème, qu'est-ce qui cause la pauvreté? Qu'est-ce qui cause la pauvreté? Ouais. Donc, mon deuxième outil, c'est qu'est-ce qui cause la pauvreté multidimensionnelle au Cameroun? Et je me suis rendu compte, par exemple, que le fait d'être marié contribue à réduire la probabilité d'être pauvre. Parce que la plupart du temps, dans beaucoup de couples, de plus en plus, la femme
rapporte quelque chose, elle mène aussi une activité génératrice de revenus. Ça peut être grand, ça peut être peu, mais ça permet d'accroître le revenu du ménage. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le secteur formel a peu de chances d'être pauvre, comparé à quelqu'un qui travaille à une autre personne qui travaille dans le secteur informel. Posséder une épargne contribue de toute évidence à réduire le risque d'être pauvre, d'être multimanuellement pauvre. Par contre, obtenir un crédit, au lieu de, a priori, on se serait dit, bon, quand on a un crédit, on pourrait avoir plus de chances de ne pas être pauvre, mais dans ce cas, c'est plutôt le contraire. Quelqu'un qui a un crédit a plus de chances d'être pauvre. Et bon, l'explication que j'ai trouvée à ça, c'est quoi? C'est que peut-être beaucoup de personnes contractent des crédits pour des besoins de consommation. Et là, quand c'est pour les besoins de consommation, ça ne génère pas des bénéfices qui peuvent, en fait, des intérêts des bénéfices qui peuvent permettre de rembourser le crédit. Parce que quand quelqu'un contracte un crédit pour investir, ça génère des bénéfices et puis il peut donc pouvoir rembourser son crédit et continuer avec son activité. Mais si on contracte du crédit pour des besoins de consommation, par exemple pour acheter un véhicule, pour se déplacer ou alors pour envoyer des enfants à l'école, c'est vrai que l'éducation des enfants a un rendement, mais c'est un rendement à long terme. Mais en attendant, il faut faire face au crédit qu'on a contracté. Donc du coup, ça fait que ça contribue à rendre les gens davantage pauvres. Et le dernier point que j'ai aussi trouvé intéressant ici, c'est le fait d'être membre d'une association contribue à faire sortir de la pauvreté. Moi, ça m'a beaucoup intéressé ce résultat parce que le système des associations, ça ne se comprend pas comme ici les gens font des associations. Là, les associations jouent plus un rôle d'assurance. Ce n'est pas appelé ainsi, mais c'est ce rôle que ça joue. Donc, si je suis membre d'une association, c'est qu'on appelle souvent association à caractère tribal au Cameroun, si je suis membre d'une telle association et que j'ai besoin d'argent, puisque les membres, quand ils se regroupent, ils cotisent de l'argent, ils s'épargnent, et d'autres membres, ils ont besoin d'emprunt. Je peux donc prendre un emprunt là, je vais gérer les problèmes auxquels je fais face, et puis je peux rembourser progressivement sans trop de pression. Ou alors, il y a aussi un système d'assurance qui n'est pas formel, qui se fait carrément. Ça veut dire que si je perds un membre de ma famille, par exemple, sous cette assurance-là, on va me venir en aide à partir de cette assurance-là. Donc, je n'ai pas besoin d'aller emprunter de l'argent ailleurs pour pouvoir avoir du soutien financier et faire face à cette situation à laquelle je dois trouver une solution. Donc, sous cet angle-là, moi, j'ai trouvé que c'était un élément assez intéressant, surtout que beaucoup de Camerounais sont membres de l'association. Pas tous, mais beaucoup. Beaucoup sont membres d'une association ou alors ont un membre de famille qui est membre d'une association. Donc, si moi je ne suis pas membre d'association, je peux également passer par le membre de ma famille pour avoir accès à ces services que l'association offre. Comment tu as mesuré ça? Comment? Comment tu as mesuré, comment tu es venu à ta conclusion? Ok. Déjà, dans la base de données, on posait la question à chaque personne qui était enquêtée, es-tu membre d'une association ou pas? Il dit oui ou non. Ou alors, y a-t-il un membre de ta famille qui est membre d'une association ou pas? Oui ou non. Donc, c'est ça qui a été utilisé comme codification. Et j'ai utilisé donc cette valeur-là pour faire une analyse, une régression. Et donc, le résultat m'a donné j'ai plutôt obtenu un résultat positif. Donc, l'impact de cet indicateur permet de réduire la pauvreté des pauvres. Maintenant, ce qui concerne le commerce international, l'impact du commerce international, qui est une variable macroéconomique, parce que précédemment, c'était des indicateurs microéconomiques, c'est-à-dire au niveau de l'individu. Maintenant, le commerce international, lui, il est macroéconomique parce qu'il est une grandeur, c'est une grandeur grande, si on veut dire, entre guillemets, si on veut parler de technologie, mais c'est une grandeur qui est observée au niveau de la nation, qui est aussi observée et que j'ai essayé de ramener au niveau des régions et des départements. Pourquoi au niveau des départements? Parce que je me dis, pour davantage cerner le phénomène, il faut aller au plus près du détail. Ça permet de vraiment mettre le doigt sur un certain nombre de choses un peu plus précises. Et en rentrant au niveau des départements, on prend également en compte les caractéristiques de chaque département. Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains départements qui ont des meilleurs résultats comparés à d'autres. Peut-être qu'il y a donc des caractéristiques spécifiques à certains départements qui leur permettent d'avoir moins de niveau de pauvreté multidimensionnelle par rapport aux autres. Ou alors que dans d'autres départements, il y a des facteurs qui font à ce qu'il y ait plus de risque d'être pauvre en résidant là-bas.
Par exemple, si quelqu'un vit dans un département qui se retrouve dans l'extrême nord du pays, déjà par rapport à la ville de Douala, qui est ouverte sur l'océan Atlantique, qui constitue la porte principale de l'entrée des importations et de la sortie des exportations, on se rend compte que déjà pour qu'un produit importé lui parvienne, lui qui est à l'extrême nord du pays, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, le produit lui arrive à un coût plus élevé. Pour le même kilogramme de riz, que peut-être à Douala j'achète à une certaine, peut-être à 1 franc, à l'équivalent de 1 franc par exemple, lui va peut-être l'acheter à l'équivalent de 1 franc 50 ou bien de 2 francs. Donc du coup, ça réduit son pouvoir d'achat. Et là, c'est lié au fait qu'il réside dans ce département qui est assez éloigné et du fait que peut-être l'infrastructure routière qui y va n'est pas très bien faite. Ça augmente donc le nombre de temps qu'il faut pour que le produit arrive et ça augmente le coût. Oui. Donc, j'ai dit tout à l'heure que vivre dans les régions rurales, c'est une des causes principales de la pauvreté. Ouais. Et donc, est-ce que la raison, c'est principalement parce que c'est la distance entre, par exemple, le port que tu viens de décrire, parce que les produits sont plus chers, parce que le transport est plus élevé. Ça, c'est une question. Et la deuxième, si c'est vraiment la cause, est-ce que, par exemple, l'augmentation des bidonvilles dans les grandes villes est une conséquence? Et est-ce que cette conséquence, donc les gens qui déménagent dans les grandes villes, est-ce qu'eux, ils sont moins pauvres avec ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que ceux qui restent à la campagne? Ok, déjà pour les zones rurales, le premier problème que rencontrent les zones rurales au Cameroun, c'est l'accès aux infrastructures. Par exemple, les infrastructures routières ne sont pas souvent, beaucoup de zones rurales ne sont pas bien desservies en matière de route. On a également l'accès aux services de base. Par exemple, ça c'est, je sais que c'est loin, mais là, ça c'est une route. Dans une zone rurale, si vous avez un truc comme ça, je pense que ça c'est un bouvier. Un camion reste là, il peut faire 3 jours ou plus parfois pour pouvoir... Alors imaginez que vous soyez un planteur et vous avez vos produits là-dedans qui doit arriver dans un autre département même seulement. Parce que là, il doit sortir de la zone rurale pour aller vers la ville où les gens ont plus de moyens pour acheter, pour que vous puissiez les vendre et avoir un peu de revenus. Ou alors ça doit aller vers le port de Douala pour pouvoir être exporté. Alors si vous tombez dans un produit comme celui-là, la production est foutue, par exemple. Ou alors si un commerçant ramène des produits chez vous et qu'il se retrouve là dans cette situation, si c'est par exemple du poisson frais ou bien du poisson congelé, vous imaginez ce qui va se passer à la suite. Donc le premier problème des zones rurales au Cameroun, c'est l'accès aux infrastructures. Il y a des infrastructures routières, il y a les infrastructures telles que les écoles, l'électricité. Donc beaucoup de zones rurales ne sont pas desservies en matière d'électricité. Et on sait l'importance que ça peut avoir. Par exemple, tout à l'heure je disais, quand quelqu'un a un frigo, il peut préparer à l'avance un certain nombre de choses qu'il m'offrirait, puis il a plus de temps pour vaquer à ses occupations. Ou alors s'il a des produits qui pourront se gâter, il peut les conserver. Et puis ça fait qu'il n'a pas besoin de dépenser davantage pour avoir accès à ces produits-là. Donc c'est autant de choses. On a également les infrastructures de santé qui ne sont pas très présentes dans les zones rurales. Donc c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui font à ce qu'au final, les gens se retrouvent avec un niveau de pauvreté plus élevé dans les milieux ruraux par rapport au milieu urbain. Et si on prend également le téléphone, c'est vrai que tout le monde a le téléphone, mais parfois le réseau ne marche pas bien dans certaines zones rurales. Donc, ouais, c'est tout cet ensemble d'éléments. Maintenant, ce qui concerne, juste pour finir avec lui, en ce qui concerne dans la question des bidonvilles, je pense que c'est lié aux opportunités économiques. Parce qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte que le travail de la terre est associé à la pauvreté. Parce que quand un enfant grandit, voit ses parents qui ne peuvent pas lui offrir ce nombre de choses, il associe du coup le travail de la terre à la pauvreté. Et puis dans son esprit, c'est je ne veux pas reproduire ce que mon parent fait. Donc il faut que j'aille en ville trouver un emploi dans le secteur, je ne sais pas, formel ou classique. Mais seulement là-bas, il n'y a pas ce travail pour tout le monde. Donc du coup, ça crée le secteur informel qui se développe davantage, qui grossit. Et les bidonvilles, ce n'est pas forcément pour dire qu'ils sont mieux lotis qu'au milieu rural. Mais c'est que comparé, si on compare le milieu urbain au milieu rural, le milieu urbain s'en sort mieux que le milieu rural. Parce que déjà, ils ont accès à l'école, donc les enfants peuvent aller à l'école sans trop souffrir. Ils ont accès à l'électricité, ils ont accès à un certain nombre de choses. Ils ont même accès à des opportunités qui n'existent pas en milieu rural. Donc on peut ne pas avoir un emploi
décent ou un emploi permanent, mais on peut avoir une activité qu'on peut mener qui nous donne de l'argent pour pouvoir gérer un certain nombre de choses pendant un moment donné. Donc c'est ça qui fait la différence entre les deux milieux. Alors, est-ce qu'ils sont plus heureux? Ah, ben là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Pour pouvoir répondre à ça, il faut aller sur le terrain et poser la question aux gens. Il faut maintenant faire une enquête de terrain et demander est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui se sentent heureux. Par exemple, donc là, je ne peux pas répondre à ça parce que mon travail n'a pas abordé cet aspect-là. Oui. Ma question portait sur comment ça se fait que malgré toutes ces aides qui sont canalisées dans le Cameroun, on n'arrive pas à aider justement bien ciblé là où on aimerait bien que ça décolle. Et est-ce qu'il y a une corrélation peut-être avec de la corruption? Parce que où reste cette aide? Comment le pays n'arrive-t-il pas à s'aider soi-même pour sortir de ce dilemme, de traiter justement le problème à la racine, là où on est justement? Est-ce que c'est lié à la corruption? Est-ce qu'il y a des indicateurs là-dessus? Bon, la corruption reste un phénomène présent au Cameroun, ça c'est clair. Seulement, tel que j'expliquais tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème de ciblage des pauvres. Oui. Peut-être juste une anecdote. Dans ma revue de presse, je suis tombé sur le dernier Global Plus de la Banque mondiale, d'avril, qui indiquait que sur tous les projets d'infrastructure en Afrique qui étaient investis, un tiers disparaissait dans la nature. Juste pour parler du phénomène de corruption. Beaucoup de nature. Ça ne me surprend pas, il y a une corrélation. Donc voilà. Non, excuse-moi. Non, ce que je dis, c'est quoi? C'est que la corruption reste un phénomène présent au Cameroun, ça c'est clair. Seulement, le problème qui se pose qu'à présent, de mon point de vue, au-delà de la corruption, c'est que les programmes de lutte contre la pauvreté sont des programmes qui sont, ce sont des programmes indirects. Ce n'est pas focalisé sur les pauvres. Par exemple, ce programme d'exemption des droits de douane, c'est une aide que l'État apporte, une aide indirecte, mais elle est ouverte à tout le monde. Parce qu'elle vient au bénéfice de ceux qui sont moyennement pauvres. Et pas... Voilà, c'est eux qui sont capables de plus capter, parce qu'ils sont déjà à la base, parce que c'est comme un cercle vicieux. Soit déjà d'abord tu es hors du système, et du coup ça s'enchaîne avec les mauvais résultats, ou alors tu es dans la bonne ligne du système, et puis ça s'enchaîne en faisant grandir. C'est la même chose par exemple le programme de subvention du prix du carburant à la pompe. Récemment, ça a fait débat par exemple avec la Banque mondiale, le FMI, qui estime que l'État camerounais ne devrait plus subventionner le prix du carburant à la pompe. Or, qu'est-ce qui se passe? Qui possède la voiture? Ce ne sont pas les pauvres qui ont les voitures. Première chose, ce ne sont pas les pauvres qui ont les voitures, ce sont les non-pauvres qui ont les voitures. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que un certain nombre de cette catégorie, ce sont des gens qui travaillent pour l'État et qui ont parfois des bons de carburant. Donc il a d'abord un meilleur salaire, il a des avantages de service et il a un bon de carburant. Mais ça laisse 2 fois l'État. Ça laisse 2 fois l'État et ça réduit ce qu'on pouvait donner aux pauvres. D'accord? Donc il y a ce point-là. C'est pour ça que, par exemple, une de mes recommandations, c'est qu'on renforce le programme, parce qu'il y a un programme de filets sociaux qui est mis en œuvre expérimental avec la Banque mondiale du Cameroun, qui apporte une aide directe financière assez minimale, mais aux ménages pauvres. Pour moi, je pense que ça doit être une des meilleures solutions, à condition qu'il y ait une bonne gouvernance de ce programme. Oui, parce que au niveau de l'État, oui, de la mise en œuvre du programme en lui-même. Parce que sinon, on se retrouve à des situations où peut-être quelqu'un qui n'est pas pauvre va être déguisé pour rentrer dans le programme pour pouvoir avoir ça aussi, ça arrive. Donc, vraiment, si on a des politiques qui sont focalisées sur les pauvres, spécifiquement, je pense qu'on peut avoir des meilleurs résultats que ce qui s'est fait maintenant. Et non lancer en ensemble et puis chacun attrape ce qu'il peut attraper. Par rapport à ce que tu as développé sur le crédit à la consommation, est-ce que les microfinancements fonctionnent dans le pays? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Les microfinances fonctionnent. Maintenant, est-ce qu'il y en a suffisamment? Déjà, il y a un problème de crédibilité des microfinances au Cameroun parce que de temps en temps, on en entend qui ferment et on ne sait pas ce qui se passe. Les gens viennent déposer l'argent, le lendemain, c'est fermé. Donc, il y a un crédit. Et ça, la crise en rapport avec les établissements financiers, ce n'est pas seulement par rapport à la microfinance, je crois que c'est général parce que c'est un milieu qui n'est pas très stable jusqu'à présent. Maintenant, il y a le milieu des microfinances, il y en a qui fonctionnent très bien. Ouais. Bon, maintenant, quel est le taux de couverture? Je ne sais pas parce que je ne me suis pas intéressée à cet aspect-là. Néanmoins, il y a des gens qui contractent des crédits
pour investissement, mais vont résoudre d'autres problèmes avec. Oui. Il dit, je veux un prêt pour par exemple, lancer ma cacaoyère. Il prend le cas. Dès que l'argent arrive, il commence à trouver d'autres solutions. Voilà, d'autres problèmes qu'il faut résoudre prioritairement. Or, l'argent qu'on lui a donné, on comptait sur le retour sur investissement, voilà, de trucs. Et du coup, il y a cette situation qui pose problème. Donc, le vrai souci, c'est qu'il faut arriver à trouver une solution qui puisse vraiment rendre les gens plus autonomes. Parce que l'aide en elle-même, moi je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. C'est plutôt aider les gens à être autonomes, pour moi qui est la meilleure chose. Par exemple, au lieu de permettre l'importation du riz sans frais de douane, moi je propose plutôt de faciliter l'accès aux intrants agricoles pour les produits vivriers. Parce qu'on a vu par exemple le blé. On a une subvention indirecte sur le blé. Mais quelle est la proportion des Camerounais qui consomment le blé? Très peu. Alors que la banane plantaire, on estime en moyenne, chaque Camerounais consomme près de 100 kg de banane plantaire par an en moyenne. Alors si au lieu de faire rentrer le riz sans droit de douane, et qu'on fait plutôt rentrer les intrants agricoles pour les productions vivrières sans droit de douane, on aura un meilleur résultat. Pourquoi? Parce que la production vivrière est faite spécialement par les femmes, en majorité, pas spécialement, en majorité par les femmes, et c'est produit dans les zones rurales, et ça fait partie des produits les plus consommés. Donc, au final, je pense qu'on doit avoir un résultat intéressant dans ce cas-là. Moi, je pense qu'il y a un grave problème de gouvernance, là. Parce que tout ce que tu as dit tourne autour de cela. Pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a pas de droit de douane sur certains produits et les prix augmentent? Parce que le Cameroun est considéré comme le grenier de l'Afrique centrale. Donc l'État autorise les Camerounais à importer. Il y a un monsieur qui doit faire quelque chose comme 1 million d'euros par mois finalement. Le type qui a de Bafoussam à la sortie de Bafoussam, voilà. Un monsieur, quand il importe le poisson hors douane, et il l'exporte dans les pays voisins, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Gabon. Et tout cela maintenant, et il exporte au prix fort, parce que d'abord, il trouve des relations. Moi, je connais ce monsieur, il a des rapports directs et personnels avec le chef d'État du Gabon et puis de Centrafrique. Donc ça, c'est le premier, ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est le rôle du commerce international. Je pense, j'ai des doutes dessus que ça puisse vraiment aider. Qu'est-ce que le Cameroun exporte? Pas grand-chose. Disons qu'il y a beaucoup d'exportations sauvages qui ne sont pas comptabilisées comme exportation. C'est-à-dire tout ce qu'on vend en Guinée équatoriale, la nourriture surtout, tout ce qu'on vend à la Centrafrique ou au Tchad, ce n'est pas comptabilisé comme des exportations. Parce qu'exportation, ça veut dire réduire, ça veut dire payer des taxes à l'exportation. Le Camerounais, c'est un bon dribleur, il ne veut payer des taxes ni à l'importation ni à l'exportation. Donc dans ce cas, c'est encore une autre fenêtre qui est ouverte aux privilégiés. Et troisièmement, tous ces prétendus produits qu'on dit financés. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le riz? Au Cameroun, il y a 3 personnes qui ont la licence pour importer le riz. Le gars, il importe 2-3 super cargos avec plein de riz, avec des milliers de tonnes de riz. Il y a un nordiste, il y a un Bamileke, puis il y a un type qui a une société, on ne sait pas qui est actionnaire dedans, qui ont ces licences. Donc en fait, quand il importe ce riz-là, il le revend comme il veut. Parce qu'on dit que c'est subventionné. Déjà, le Cameroun a 2 sociétés qui produisent le riz. Et le Cameroun, on ne sait pas où va ce riz-là. Donc ils préfèrent importer le riz. Beaucoup de gens préfèrent acheter du riz importé. Je dis beaucoup de gens. Moi, quand je suis au Cameroun, j'achète du riz de Thaïlande. Bon, ça c'est autre chose, c'est lié à ma culture parce que mon épouse est thaïlandaise. Donc je suis habitué à ce goût de riz. Mais il y a beaucoup de gens qui vont élever, il y a beaucoup de magasins qui vendent des produits, du riz, c'est des produits qui sont en compétition avec les productions camerounaises. Le Cameroun produit du blé. Mais ce blé, il est utilisé surtout en boulangerie. Le blé qui est importé aussi est utilisé en boulangerie, il n'est pas aide. Je ne vois pas en quoi est-ce que le blé importé peut rentrer dans l'alimentation courante du Camerounais. Donc tout ça, c'est des combines qui sont liées toujours à la question à la gouvernance. Donc tant que la question de la gouvernance n'aura pas été réglée, il sera difficile d'avoir des résultats positifs sur toutes ces dépenses qu'on fait. C'est pour ça que j'ai remis en question le ciblage. C'est ça que je dis, pour moi, je pense qu'on doit s'appuyer davantage. Parce que la question de gouvernance, ça c'est un débat à un autre niveau, parce qu'il faut
analyser d'abord les choses froidement et proposer également des solutions qui sont faisables. Parce qu'en tout état de cause, ceux qui dirigent, qui ont pris ces mesures sont encore là. Donc, ce que moi je propose, je veux être plus réaliste. C'est pour ça que j'ai dit, au lieu d'exempter les droits de douane sur l'importation du riz et autre chose, quand exemple les droits de douane sur l'importation des intrants agricoles, c'est toujours eux qui font le business, tant mieux. Et également, deuxième chose, c'est qu'on puisse prendre des politiques plus ciblées sur les pauvres, pas des programmes plus généraux. Parce que les programmes plus généraux, c'est que les gens importent le riz sans droit de douane, mais ils exportent et avec la complicité des douaniers. Par exemple, le volume d'importation de riz a augmenté alors que le prix est resté stable. Ça a largement augmenté alors que le prix est resté stable. Ils font trop de bruit dans la cuisine, donc je t'ai pas très bien entendu. La dernière partie. Donc tu pouvais juste répéter un peu la quintessence. Tu dis que en fait que ce cas d'importation des produits et tout, ça tu toucherais pas parce que de toute façon les gens sont en pouvoir, on peut pas le changer ou c'est... Non, ce que je dis c'est quoi? C'est que la question en rapport avec la gouvernance, actuellement, c'est un problème un peu plus difficile à régler parce que ceux qui prennent ces décisions-là sont encore au pouvoir actuellement. Ouais. Donc moi je veux être plus réaliste et essayer de proposer des solutions qui puissent être faisables. En attendant, d'abord par eux, parce que c'est qui? C'est-à-dire ceux qui gouvernent. Par exemple, quand je ne dis pas d'arrêter par exemple l'importation du riz, mais je dis il faut donc à cela ajouter les intrants agricoles pour les produits ouvriers dont il faut exempter. C'est une corrélation entre les deux parce que si quelqu'un exploite ses moyens politiques à des fins économiques, personnelles ou à un groupe privilégié, et c'est le même qui va aussi mettre en œuvre les politiques que tu viens de dire pour voilà, on vous laisse emporter votre riz et gagner votre argent, mais on veut avoir ces mesures-là auront un impact sur leur affaire, d'une manière ou l'autre. Et donc ils vont tout de suite faire un capture aussi de cet autre marché. À mon avis, selon mon expérience, ça ne va pas marcher. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt à changer les politiques dans le domaine économique, il ne va pas mettre en place des mesures qui vont à son rencontre. Non. Et par ailleurs, pour aller dans le même sens, je pense que comme tu fais un travail scientifique, le but n'est pas de trouver quelque chose qui soit compatible avec l'humeur des gens qui sont là. L'idée c'est de dire, voilà le problème tel qu'il se pose, voilà ce qu'il faut faire si on veut éviter. Tant qu'on n'a pas résolu tel problème, mais il faut que le problème soit au même posé, le problème de la gouvernance, qu'il soit posé, même si tu n'y apportes pas de solution. Ils savent ce qu'ils savent, ils ont une commission. Programme national de gouvernance. Voilà, un programme. Non, pas même, il y a un programme de gouvernance, mais il y a une commission pour lutter contre la corruption. Voilà. Avec des antennes dans les différents et qui est dedans, qui sont dedans, 9 personnes sur 10 les premiers corrompus. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont piqué l'argent aux banques, qui n'embauchent pas les crédits, qui ont des emplois fictifs dans leurs différents secteurs. Donc quand on regarde bien, c'est vraiment... le verre est vraiment déjà dans le fruit, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Tant qu'on ne pose pas ça sur la table, ce sera compliqué à résoudre. Et il faut savoir aussi que l'État n'a pas les moyens illimités. L'État a une enveloppe de 100 francs et il décide de consacrer 50 francs pour subventionner le secteur qui permet de réduire la pauvreté. Selon ton raisonnement, cela voudrait dire que l'État va dépenser ces 50 francs et qu'il faudra qu'il prélève sur les 50 autres qui sont théoriquement destinés à l'investissement pour régler les problèmes de gouvernance en vérité. Mais ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire que l'État a des moyens limités. Il faut qu'il utilise le moins de moyens possible pour résoudre le maximum de problèmes. C'est ça l'objectif de la politique. Oh oui, en effet, c'est ça l'objectif. Moi, je suis d'accord avec la question de gouvernance. Quand je suis avec Julien, je lui ai toujours dit que pour moi, la clé pour le développement du Cameroun, en tant que citoyenne, si je veux parler de manière objective et sincère, c'est la question de la gouvernance. Si cette question est résolue, au moins 75% de nos problèmes vont être résolus. Ça, vraiment, je suis certaine. Mais maintenant, pour moi, sachant qu'il y a ce problème de gouvernance et qui va faire partie de mes hypothèses de base, parce que ça fait partie du décor pour moi.
C'est-à-dire que quand je parle des problèmes au Cameroun, je prends déjà en compte le fait qu'il y a le problème de gouvernance. Parce que si je veux commencer à dire que non, il faut d'abord s'attaquer à la gouvernance avant de faire cela, je ne pense pas que finalement on croiserait les bras en disant bon, tant qu'on n'a pas fait dégager tous ces gars, on ne peut rien faire. Mais en attendant, il faut faire quelque chose. Par exemple, quand j'ai analysé l'aide pour le commerce que le Cameroun a reçu depuis le début du programme en 2002, j'ai essayé de voir les composantes, la contribution, les investissements qui sont faits dans les différentes composantes. Par exemple, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de l'aide pour le commerce au Cameroun va dans le développement des infrastructures économiques. Par exemple, la route, ils sont en train de construire un corridor entre Douala et Djamena pour pouvoir faciliter le transit des produits du port de Douala à Djamena, la capitale du Tchad. Et là, si on développe par exemple ce corridor, tous les départements du Cameroun qui sont sur cet axe vont aussi en bénéficier. Parce que les voitures vont également passer par là pour collecter leurs produits ou alors pour leur amener des produits. Moi, c'est dans ce sens que moi je préfère aller, parce que si je vais attendre la gouvernance, je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne vais pas me lever demain pour dire que je vais renverser le gouvernement ou quoi que ça, je ne peux pas le faire. Donc, moi j'ai dit, ok, en tant que scientifique, et sachant que, en tant que Camerounais qui vit sur place, parce que le tout n'est pas d'avoir des informations un peu à gauche, mais étant sur place, on prend aussi la mesure de la réalité d'un certain nombre de choses. Ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Donc, si par exemple on continue de renforcer cet aspect-là, on a également un marché sous-régional qui est financé dans ce cadre-là entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Si ce marché est viabilisé, ça fait que les paysans qui sont dans ces alentours-là peuvent en profiter. Qu'il y ait des problèmes de gouvernance ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que la gouvernance soit bonne ou pas, si on arrive à mettre, comme ce sont des projets sous-régionaux et parfois qui sont mis en œuvre avec l'apport de la Banque mondiale et d'autres partenaires financiers, que je préfère ne pas étendre davantage. Mais si ce genre de projet arrive à terme, on voit déjà qu'un ensemble d'acteurs autour va pouvoir en profiter, même si les autres restent corrompus. Donc pour moi, c'est ça qui reste l'élément important, l'élément phare. Ou alors quand par exemple ils investissent dans le secteur agricole, ça fait partie des aspects qui sont pris en compte dans l'aide au commerce au Cameroun. Par exemple, si on aide les paysans à pouvoir transformer leurs produits, au moins au premier niveau, ça, qui est la corruption ou pas, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est par exemple des éléments pareils qui pour moi qui doivent être des éléments forts sur lesquels on doit plus s'appuyer. Que par exemple qu'on forme plus de personnes aux questions commerciales, parce que je me suis rendu compte par exemple que très peu de Camerounais, en fait le nombre de Camerounais qui sont envoyés à l'OMC pour prendre part aux différentes formations, c'est très peu. Or les gens ont besoin d'abord de comprendre, parce que qu'on le veuille ou pas, on a signé les accords commerciaux. Donc on doit se plier à cela. Qu'on estime que c'est bénéfique ou pas, peu importe. La question maintenant c'est que comment est-ce qu'on fait pour tirer le meilleur de ça? Pour cela, il faut que les gens comprennent les règles commerciales, qu'ils comprennent comment ça marche, qu'ils comprennent comment il faut négocier, qu'ils puissent mener des recherches pour pouvoir orienter, pour pouvoir conseiller le politique. Parce que mine de rien, même si le corrompu, il y a quand même des éléments sur lesquels il reste ouvert. Voilà, donc il faudrait que les gens soient là pour leur dire, ok, voilà ce qu'on pense. Maintenant qu'ils aillent dans ce qu'on leur dit comme élément, choisir ce qui les arrange le mieux, ça va quand même en passant faire aider d'autres personnes. Donc pour moi, c'est comme ça que c'est dans cette approche que moi je fais mon travail, ou bien que j'essaie de proposer des solutions. Ça, c'est sûr que le background, il y a le problème de gouvernance, ça, vraiment, je le confirme entièrement. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a un lien avec la pauvreté, et tu essaies de faire un lien entre la pauvreté et le commerce. Et l'expérience de la plupart des pays en voie de développement, au moins développés, et qu'ils s'acquièrent d'année en année des connaissances pour améliorer la production, pour accroître la production, pour croître. Mais en aucun cas, c'est dit que ça va améliorer la distribution des ressources. Il y aura plus de commerce, il y aura plus de bénéfices, il y aura plus de riches, il y aura plus de pauvres. Normalement. C'est pas vraiment automatique. Oui, là, ça lié à la question des inégalités existantes dans... Oui, on crée beaucoup plus de commerce, mais il n'y a pas le mécanisme pour redistribuer
le revenu, alors on fera beaucoup plus de riches. On fera pas seulement quelqu'un qui importe et exporte le riz, on aura 10 un peu partout dans le pays. Mais les pauvres, ils continuent à souffrir parce qu'ils n'ont pas l'accès. Je suis un peu étonné que la Banque mondiale, toujours, parce que dans la présentation, on a mentionné la Banque mondiale avec les filets de sécurité. Ça, les filets de sécurité, c'est ancien, ça n'a pas marché parce qu'on met un filet de sécurité pour que les gens ne tombent pas à la pauvreté, mais quand le pays, 90% des gens sont déjà sous la pauvreté, alors le filet de sécurité ne sert à rien. Il faut avoir plutôt de tremplin, quelque chose pour les sortir de la pauvreté. Et il y a un mouvement très très fort qui a été impulsé, promu par la Banque mondiale et le Bureau international du travail, avec la participation de toutes les agences des Nations Unies, qui est l'élaboration d'un socle, ils l'ont appelé un socle de protection sociale, mais en fait c'est un socle de développement social. C'est pour cibler quels sont les besoins des gens, les enfants, les travailleurs et les aînés, le troisième âge, quelles sont les priorités. Et alors cibler les programmes sociaux dans ces trois phases de la vie. C'est beaucoup inspiré de l'Amérique latine, des programmes Bolsa Familia au Brésil, ou du programme Oportunidades au Mexique, qui cible les gens pour qu'ils aient au moins l'accès à l'école, au moins l'accès à la santé, au moins l'accès à l'eau potable. Et le Cameroun, il n'y a qu'un seul État qui s'est abstenu de signer les efforts pour le socle de protection sociale, qui est le Panama. C'est le seul. Tous les autres qui sont membres des Nations Unies l'ont signé. Alors ça devrait être le cadre, même aussi au Cameroun, pour que les agences des Nations Unies et les autorités locales se mettent d'accord. Et là, il y a un fonds, mais il y a aussi une procédure qui vise à donner une légitimité et une transparence au processus. Parce que la corruption, tout le monde vole, mais tout le monde vole pas quand ils sont en interview à CNN. Je ne veux pas lui prendre le portefeuille que je suis interviewé, il y a 3 millions de gens qui vont. Alors si on donne une transparence au processus, si les gens puissent s'exprimer, si les gens puissent participer, alors ils disent pas, c'est pas le processus qui est arrivé du haut de la guerre des galaxies, c'est mon processus à moi, et tout le monde me regarde. Alors la proposition maintenant, c'est conjointe de la Banque mondiale et des agences des Nations Unies, c'est créer une plateforme pour équilibrer les intérêts des uns ou des autres, les faire transparents et d'adopter un programme commun bien ciblé avec des mensurations, des choses qu'on puisse mesurer. Et en fait, on m'a donné des nouvelles hier. La Banque mondiale, le BIT, les agences des Nations Unies et l'Union africaine se sont réunis hier à Alger. Ils sont une réunion de l'Union africaine pour adopter des mesures pour appuyer les pays pour la mise en place de socle de protection sociale. Alors c'est peut-être une filière que ça vaudrait la peine d'exploiter parce que ça risque d'aller dans ce sens. Merci. Merci pour la contribution. Je pense quand même que la question des inégalités, c'est un élément très important qui reste comme, comment je peux dire ça? Parce que si on commence un système où il y a déjà beaucoup d'inégalités, la situation globale va s'améliorer, comme vous dites, mais c'est ceux qui sont les gagnants qui vont plus gagner. Et ceux qui sont déjà vraiment au trou vont encore aller plus au fond de tout ça, ça c'est vrai. Et ça ressort même dans des recherches parce qu'il y a un triangle une corrélation comme entre la croissance, les inégalités et la pauvreté. Donc il y a une certaine connexion qui existe entre ces trois éléments-là. Et le rôle également de l'État
qui veut vraiment arriver à résoudre ça, c'est essayer de briser ça et à travers les politiques de redistribution. Et comme on disait tout à l'heure, si vraiment la corruption est encore élevée, ça ne va que contribuer à renforcer cet écart entre les différents groupes. Et on va voir ce qu'on voit. Bon, peut-être aux États-Unis, ce n'est pas à cause de la corruption, mais je ne sais pas. Mais on va par exemple voir ce qu'on voit aux États-Unis où il y a des gens, qui sont appelés comme des personnes vivant dans le Cameroun, carrément déjà aux États-Unis. Or, dans l'entendement de tout le monde, on ne peut pas croire ça. Quand quelqu'un dit aux États-Unis, tout le monde voit déjà, oh, monsieur bien, ta vie est belle et tout ça. Et pourtant, apparemment, il y a des gens qui vivent l'enfer là-bas. Étant même des Américains. Même pas des immigrés, mais étant même des Américains. Donc, je suis entièrement d'accord et c'est un élément important. Et par exemple, comme cette politique qui est une politique indirecte de l'aide de l'État, c'est ça qui a contribué à accroître les inégalités. Parce que l'Institut national de la statistique a analysé ce phénomène-là. Et s'est rendu compte que justement les inégalités se sont creusées entre 2007 et 2014. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à mettre en œuvre cette politique-là en 2008, cela a permis de renforcer davantage la position des non-pauvres. Puisque là maintenant ils achètent du riz, c'est eux qui sont d'abord, puisque des 70% des riz qui sont achetés, près de 50% des ménages non-pauvres n'en consomment pas. Pauvres n'en consomment pas. Donc c'est les non-pauvres qui achètent du riz et qui ont déjà des moyens, mais qui achètent du riz à un prix plus bas. Donc ça veut dire que ça leur donne du pouvoir d'achat. Et en ayant plus d'argent, on peut se permettre plus de choses et on a plus d'opportunités et ainsi de suite. Alors que l'autre va continuer de descendre. Là, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec cette question de redistribution. Et c'est un facteur important. Malheureusement, je ne l'ai pas pris en compte dans mon travail parce que puisque mon unité d'observation, c'était au niveau des départements, il y a également des problèmes en termes d'accessibilité, enfin de disponibilité de données. D'ailleurs, c'est un nombre d'éléments qui pourraient être pertinents de l'analyse, mais on ne peut pas avoir les données à ce niveau d'observation. Donc du coup, il y a certains éléments qu'on doit prendre en compte et voilà, peut-être plus tard, dans une analyse plus détaillée au niveau des individus, ça peut également être fait. Parce que ça dépend également de l'orientation que le chercheur donne dans son travail, parce que ça influence sur la méthodologie et sur la qualité des données qu'il va utiliser. Mais l'analyse que j'ai fait au niveau des divisions peut aussi se faire au niveau des individus. Mais là, il faut mener une autre technique pour le faire. Et comme il y a d'autres objectifs qu'il a développés, si je ne veux pas me retrouver avec une thèse de 500 pages, du coup, peut-être ça peut faire. Parce qu'actuellement, mon projet de recherche, après ma thèse, c'est sur le phénomène des travailleurs pauvres. Parce que je me suis également rendu compte des travailleurs pauvres. Parce qu'il y a des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a l'impression que même ceux qui sont dans le secteur formel s'en sortent bien, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui vraiment peinent à joindre les deux bouts. C'est pas tout. Non, c'est pas tout, mais je pense que chez nous, c'est davantage, en fait, la visibilité est plus grande. Bon, maintenant, comment ça passe ailleurs, je ne sais pas. Je veux dire, par exemple, en Suisse, il y a sur 10 personnes, il y a 3 personnes qui travaillent régulièrement, mais qui doivent recevoir encore des subventions de la sécurité sociale, des assurances sociales, comme on les appelle, parce que leur salaire ne leur permet pas de vivre décemment. Donc c'est vraiment un phénomène qui est lié, je ne sais pas si c'est lié ou bien si c'est une corrélation avec le phénomène de mondialisation, ou bien, parce que la mondialisation, je ne vois pas juste le côté commercial, je vois par exemple la déréglementation de la législation du travail, la déréglementation par exemple du secteur médical et paramédical, la pharmacie, tout ce truc, ouverture des marchés, les gens fixent les prix qu'ils veulent. Donc voilà autant de choses. Mais ma question, c'est pour revenir au Cameroun. Quelle place est-ce que tu donnes dans tes recherches sur inégal accès, par exemple, par les infrastructures? On sait par exemple que l'Ouest est des endroits où il y a beaucoup d'infrastructures, mais ce n'est pas l'État qui les finance. Je sais que par exemple dans ma région, nous avons cotisé de l'argent pour faire des routes bitumées. Ouais. Moi j'ai la route bitumée qui va jusque devant ma porte, ce n'est pas l'État qui l'a faite. Nous, les voisins, on s'est cotisé et puis on a pris quelqu'un de notre région qui a fait du génie civil pour bitumer la route. Et comme les lycées sont construits par des gens, je me souviens, j'ai commencé à contribuer pour construire le lycée de mon école quand j'étais encore étudiant, de mon village quand j'étais encore étudiant. Et c'est un lycée aujourd'hui qui a plus de 1500 étudiants au moins, je crois, ou probablement. Bon, il y a des régions où les gens n'ont pas les mêmes revenus. Moi, je suis de l'Ouest et
c'est une région où les gens sont réputés être très dynamiques, ils savent comment gagner de l'argent. Pour eux, il n'y a pas de travail sale. Pour eux, le travail, c'est celui qui te rémunère. Donc, on est prêt à faire le travail, même s'il n'est pas très propre, pourvu que cela qui ait un retour de revenus. Alors qu'ailleurs, ils attendent tout de l'État. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une place ou bien est-ce que... Non, ça c'est des aspects assez sociologiques que je n'ai pas pris en compte. Et ce que tu dis, c'est vrai. C'est entièrement vrai parce que la région de l'Ouest, parce que lui, il est de l'Ouest, moi également ici de l'Ouest, ça fait partie des régions où, c'est une des régions dans lesquelles on a, les infrastructures routières sont très présentes. Les écoles et les établissements scolaires, vraiment, il y en a assez. Et comme il dit, généralement, c'est les élites, c'est les populations qui se mettent ensemble, cotisent de l'argent, construisent un bâtiment et demandent à l'État l'agrément et de lui affecter le personnel. Et parfois, même, il n'y a pas assez de personnel. Ouais. Eux encore, ils cotisent de l'argent pour prendre des enseignants vacataires pour venir et c'est eux qui payent. Parce que ça, c'est très, très répandu dans la région de l'Ouest. Et peut-être que ça fait partie, je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment très sociologique. Ça s'appelle le comité de développement, ça fait partie de notre mentalité. Voilà, par exemple, ces gens d'associations qu'on appelle les tontines sont en fait, je ne sais pas s'ils sont nés, mais ils fonctionnent très bien là-bas parce que c'est quelque chose qui demande qu'on ait confiance aux voisins. Parce que quand on prend de l'argent, avant on ne signe aucun document. Vous veniez, j'ai besoin de 100 000 francs, 100 000 francs, c'est aujourd'hui à peu près 200 francs suisses. Ben, on compte 100 000, on vous les donne et on mentionne tel habitant, mais on ne vous demande pas de signer. De toute façon, vous n'avez pas fui le payer à cause de ce montant-là. C'était l'argument, quoi. Mais ailleurs, les gens, quand les gens ont quelque chose, c'est pour eux. Mais chez nous, dans la région, je pense que la mentalité, c'est que quand il y a à manger pour un, il y en a pour 5. Parce que quand on prépare, je me souviens, quand ma mère, parce que ma mère a eu quand même 11 enfants, quand elle faisait à manger, elle disait que bon, ça c'est pour tel, et ça c'est pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va passer rendre visite. Donc on a tous grandi en sachant qu'il y a toujours une assiette pour quelqu'un qui va être de passage. Ça c'est une femme handicapée qui est devant son champ. On faisait une collecte de données sur un projet stabilité. Donc elle est là, elle a comme ça. Ça fait de très grosses disparités. Oui, et là, on nous dit également dans son champ. Par exemple, que les gens de... Ça c'est le maïs. Il y a les pistaches. Pas les pistaches comme on dit, les pistaches. On a un autre truc chez nous qu'on appelle les pistaches. Par exemple, moi je me souviens, il y a 15 ans, quand j'ai fait ma maison, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans un endroit un peu isolé. Par exemple, on remporte une femme. J'ai fait tirer le câble électrique pour partir du cadre au lieu de dire elle mange combien de fois par semaine, on ne sait pas. Assez. Oh, merci beaucoup. C'est au Cameroun. Ouais, l'un et ou l'autre. Je dois dire, tu peux prendre sur mon compteur. Je ne suis jamais là, je suis là une fois par an pour un mois. Alors vous pouvez vous brancher sur mon transformateur. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivaient ma propriété. Quand il y a de mauvaises herbes, ils désherbent sans rien me demander. C'est pareil, quand j'ai tiré de l'eau, j'ai tiré l'eau jusque chez moi et tout ce que je traversais, m'ont dit, oh, est-ce qu'on peut tirer? Je dis, oui, bien sûr, mais vous payez quand même de chez moi vers chez vous. Et c'était un grand truc parce que j'ai tiré sur à peu près 1 kilomètre que j'ai payé tout seul. Et c'est presque spontané, c'est-à-dire, on ne réfléchit pas quand on le fait. On se dit après tout, si je le garde tout seul, à quoi ça va me servir? Autant que d'autres gens en profitent. Donc ça c'est aussi un problème et malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas répandu partout. Bon c'est vrai, on est déjà naturellement favorisé par ça et je trouve que ceux qui sont naturellement défavorisés c'est tout le Grand Nord. Parce qu'il manque une véritable voie d'accès au Grand Nord, c'est-à-dire les 3 grandes régions du nord du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il faut traverser la savane, puis un plateau, il n'y a que le train qui y va et puis l'avion. Oh, le Cameroun n'a plus de compagnie aérienne. Bon, il y a une compagnie aérienne avec un avion qui tombe en panne toutes les semaines. Donc, et même quand il fonctionne, il ne transporte que les ministres ou les hauts fonctionnaires qui ne payent même pas. Donc la compagnie est toujours en faillite, renflouée. Mais c'est vrai, oui, renflouée par l'État tout le temps. Tous les partenaires ont fui. D'abord c'était Air France. Air France a quitté le truc. Puis ensuite c'était Brussels Airlines. Eux aussi, ils sont partis. Bon, je ne sais pas avec qui est-ce qu'ils font. Je crois que maintenant c'est avec Turkish Airlines qu'ils sont en train de négocier quelque chose.
Donc c'est pour ça qu'il dit que la gouvernance est au cœur de tout cela. Et tant qu'on n'aura pas pris la décision de faire, de poser des bases simples, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'autoroute ou de séparation, d'une grande voie d'accès à toutes les provinces ou à toutes les régions, ce sera difficile. Oui, c'est dans ce cas, je pense que je parlais de l'aide pour le commerce et la facilitation du commerce. Ça peut être une chance justement pour que les gens puissent. Parce que là, ça dépend plus seulement de la seule volonté des autorités camerounaises de décider si une route doit être construite. Parce que ce qu'on a constaté au moment, c'est que les gens, quand ils sont au pouvoir, il y a un projet de route, ou bien un projet d'école, il va aller implanter une école dans son village alors qu'il n'y a pas de gens qui vivent là-bas, juste parce qu'il faut que ça vienne dans son village, alors qu'il y a un grand besoin, une grande demande ailleurs. Alors, si dans le cadre de l'aide pour le commerce ou bien la facilitation du commerce, les projets qui rentrent dans ce cadre-là, c'est plus des éléments plus scientifiques ou plus objectifs qui sont pris en compte. Donc, si on fait ce corridor pour aller au Tchad, comme je disais, les localités qui sont là, on profite. On fait le corridor qui va rejoindre la RCA, la République centrafricaine. C'est également cette région-là. Voilà par exemple une chance que la population peut en bénéficier lorsque tous ces projets vont arriver à terme, parce que certains ont été déjà lancés. Ou alors l'accès à l'électricité avec le barrage de Lopanga, qui est un programme financé à coût des milliards, je ne sais pas de combien de dollars, mais qui est également dans le sens de l'accès, de l'augmentation de l'offre d'électricité. Quand ça va arriver à son terme, on espère qu'on n'aura plus de délestage, parce qu'on a les milieux urbains où il y a les connexions électriques, on n'a pas toujours l'électricité de manière continue. Or, il y a beaucoup d'affaires qui fonctionnent sur la base de l'électricité. Par exemple, un meunier, son travail c'est moudre les grains. Alors quand il n'y a pas d'électricité, il ne peut rien faire. Même une boulangerie. Oui, Si une petite boulangerie n'a pas d'électricité, ben... Moi je pense que j'ai bien entendu, écouter ce que vous... Je pense qu'il y a des points très très intégrés que c'est mieux si on les a bien regardés différemment. Et je ne sais pas si je peux m'exprimer en anglais. Oui. Parce que ça va me donner plus de fluidité. Sinon on va dormir ici. Okay, I think what I've listened to your presentation and the comments that came up. It's quite interesting to see that there's an aspect where he's producing that is still coming to commerce. There's also an aspect that he mentioned that is still coming to commerce. And I'm from the International Trade Center, so I'm being very keen on how all these things linked. My first point would be that the issue of actually having the numbers of poverty going up, meanwhile the number of people in poverty increasing also, or number of people dropping down to poverty increasing, it should be linked with the indicators that are used during the research. For example, if you just, I was just listening to your indicators that you were producing. Most of them still fall almost in the category of which, if you will see now where my point that I'm bringing will come into play. If, for example, he sends money to one person he knows in his community that was categorized as somebody who doesn't have access to water, somebody who doesn't have access to electricity, and he sends money to them, and they start doing something, and they can actually uncheck those boxes that now we have those things, what will happen? Your numbers will go up. That poverty has been reduced. Maybe the government will say it's because of the rice subvention that they gave to the community that's working, but it's not true. Now, what I'm trying to say is, I think that keeping in mind the top and the bottom always have a problem. The top is the governance and the policy, and the bottom is always this capitalistic tendency where no matter which kind of business you do, it seems as if people want to suck off the most from the persons down. So you will always have a situation where you do commerce and somebody is always cheated by the middleman and they grow poorer. Okay, we know those points will always exist now.
how do we try to build a middle class? How do we try to build just the class that is a bit above the very poor? Because if you want to increase everything at once, it will not happen. We'll be having a vicious circle. But how do we lift up people just a step above, and they can breed themselves? Now that's, for me, I think, I'm not talking now from the standpoint of International Trade Center. I'm talking from the standpoint of an African. I've worked in many African countries, and we do these trade issues and how lifting people out. Countries that do not even have what Cameroon can boast of, they are actually doing more, and they are doing faster things than Cameroon does. One aspect that we have seen that is a problem in Cameroon is just, for example, the issue of the diaspora not being, without focusing on aid that comes from outside, the diaspora not being so optimistic, so enthusiastic to engage back home, particularly for those with double nationality out of Cameroon. They don't feel so comfortable putting their money in a place where they are coming from, and before going there they'll have to take a visa to go. And those are the people that can reactivate the economy at the bottom level. It's the person, the diaspora will be the one that will be able to send money, and they did that job. That's why the figures were wrong, because the diaspora in Cameroon has been sending a lot of money back. So most of the people have mobile phones now because they have cousins or relations out. Most of them can have electricity in their house because they have cousins. But you go and check, they don't have an income that is sustainable. So you will find out that the government will have numbers that are flying that, oh, we have 20 people having mobile phones. Oh, we have this water that has come into this. Where is the water coming from? Exactly what he did. Pulling the water to the community. It doesn't have anything to do with the government. So for me, the way I'm looking at it, if you look at your work in relation to commerce and how it can help poverty, don't undermine the aspect of diaspora funds. And it is from there that you go in a backward step to push the government to start thinking on how to make double nationality possible for Cameroonians who are outside. They will provide more than 50 or 60% of the funds that is required to redynamize or redynamiser, I would say in French, the grassroots. When the remittances, Cameroon, they represent minimum 30 to 40, between 30 and 40% of the GDP. That's it. It's the backbone. Unfortunately, it is anonymous because, as you say, because people don't want to be identified as X. But who is he? But what is he doing? But why doesn't he come here? Once they know, oh, the minister wants to meet him because he wants to. That's it. Oh, he wants his son to pass by your place. Oh, can you get him a scholarship where you live? I can't tell you how many ministers that I never met in my life, who have sent me messages that they want their son to come and study in Switzerland. And then I answer, I say, well, go to the Swiss embassy in Cameroon. They will give you more information. Ouais. Là, tu es allé à l'ambassade de Suisse au Cameroun, ils vont vous donner plus d'informations. So from this point, if we come to commerce, international trade for sure will help lift people out of poverty, particularly because in the ITC we focus on three aspects: the policy, the trade support institutions, and the MSMEs, or we can say the cooperatives and associations, and even individual families that are doing their businesses, though we cluster them before we work with them. But statistics have shown, for example, in Sri Lanka, there's just one guy who set up a company for ICT, and people far in the rural areas, they would, before they buy this glass from the city, is 10 Swiss francs, for example, and when people buy it and bring to the village,
the price will increase to 15 Swiss francs. So this guy with the ICT, through the ITC project, what they did, they created an online platform and something like a logistic company. So the guys in the village with their mobile phones, they will see what they want to buy in the village online, in Colombo, and they will order it in the shop, and it goes through that guy and goes to them in the village. 4 days, when the postal services will take almost 40 days. But it will go to them 4 days because they have a network that they without have. any additional cost. Just about 4 francs addition, of which it would have been, so they cut the cost and the business is going. People in the village can still get that. So that's one aspect of commerce. Now, international trade that goes across the border, we know that every product that you sell, at least that goes across the border, generates better prices. But we will not say, hey, at that point, that's the best thing to do. The first thing you will say is, how do I secure? Because our target is not the guy bringing rice to make money, because he bringing rice is sending back that ship with something. Yeah. It's not going empty. The same person is doing that business. Yes, of course. So what needs to be considered is, how do I start producing or generating fair prices at the farm gate? What do I do at the farm gate to generate fair prices for those local people that are producing? If you can engage them at that point, you have done almost 50% of your work to lift people out of poverty. Just ensuring that at the farm gate they get a fair price. Then you will start thinking after now, increasing their quality, training them how to go get credit from the bank and not use it when their child is sick, and focus it on their business so that they will be able to pay back and they will be able to save something. So to stop the vicious cycle, you kind of know about the top and you start hitting the currents from below. If we look at it in that form, we'll be able to start just at least making a step into where the solution might come from. But there was, this is just the last point, there was a conference organized by Ethiopia here at UNCTAD on diaspora. So there's one Ethiopian that is here in Switzerland, in Zurich, and with his connection, he's been in Siemens for long, with his connection, he testified on how the double nationality in Ethiopia is helping them to be able to bring development to their country. And close to 12 million Swiss francs he's been able to push there. He's having a company that is doing the nets for mosquito and all whatnot, Suplas. They are doing it in Ethiopia. So all those things, he explained a lot of issues about the diaspora support. Just that example. If Cameroonians that are outside can push the government to start fixing one policy, it should be that one. Because that will open a flood of money. It will not be money coming from World Bank or from IMF or from, it will be money coming from somebody that is a cleaner here in Geneva, as well as somebody that is a director in one of these organizations. The same amount of money will be going back. So I think those are the few observations that j'ai pu garder pendant notre discussion. C'est intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Parce que je crois que nous approchons de l'heure de fermeture avant qu'on balaye le restaurant. On est en Suisse. Ils que nous amènent à faire la planche. Comme ça, les derniers clients devaient faire la planche. Est-ce qu'il y a un dernier mot puisque je vois qu'on a pas mal exploré, j'espère que la contribution des intervenants va te permettre d'avoir d'autres perspectives et qu'on ne va pas trop te dévier de ta trajectoire. Non, disons que il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ce que je devrais faire maintenant, c'est de voir ce qui peut rentrer dans les objectifs de ma thèse. Parce que il y a deux types de recherche. Il y a la recherche libre et puis il y a la recherche pour la diplomation. Donc, dans la recherche libre, on peut vraiment
à poursuivre des objectifs voilà, ambitieux et un certain nombre de choses. Mais quand c'est quelque chose qui va être évalué par d'autres personnes, il faut encore s'assurer qu'il n'est pas sensible par rapport à telle ou telle chose. Parce que tu parlais sortir des trucs et puis c'est lui qui est le membre du gouvernement. Il dit, ça veut dire que tu nous accuses. Oui. Parce que parmi ces professeurs, il y en a qui sont dans l'administration centrale, la haute administration, qui nous retrouvent dans ton jury et disent, ah ben tu veux dire que nous ne faisons pas. Il commence à le prendre personnellement, il oublie que c'est un travail de recherche que tu attends de les mener. Donc en effet, il y a des choses que sincèrement je vais prendre en compte dans le travail, mais il y a d'autres qui vont rester parce que comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment je suis très intéressée de travailler sur les questions du phénomène des travailleurs pauvres. Parce que c'est des expériences observées, c'est des choses vécues. Et là, probablement, après ça va peut-être ouvrir la voie à faire plein de choses. Et comme on est également dans un système qui fonctionne avec les diplômes, je pense que quand quelqu'un s'est présenté en disant que je suis docteur, on est plus enclin à l'écouter. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu que je finisse d'abord avec ça. Et puis là, vraiment, je vais commencer à explorer. Oui, parce que c'est vrai. Mais c'est vrai au Cameroun. Non, c'est pas seulement au Cameroun, même ici. Même ici, c'est pas une affaire. Non, ça, je ne peux pas le contester. Oui, même non. je suis arrivé quelque part, les gens me regardent bizarrement. Que c'est Puis monsieur depuis quelqu'un sort, il dit, ah, docteur Sob. Non, il dit professeur Sob. Et puis, oui, vous êtes professeur de Tina, ça ne vous regarde pas. Donc c'est vrai que c'est partout, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à finir sur ce point-là. Et là, ça va vraiment me permettre d'avoir un peu plus d'autorité quand je vais parler, quoi. Et là, quand tu as plus d'autorité, ça te permet de passer plus des idées et que les gens soient plus à l'écoute de ce que tu dis. Parce que parfois, tu peux avoir des idées pertinentes, mais ils disent, ah, c'est qui parle là? Voilà. Monsieur qui, madame quoi? Ah, pardon. Et du coup, tout ce que tu as dit, même si c'est fabuleux, on s'en fout. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Et je ne sais pas si quand je reviendrai à Genève, les gens me demandent, tu reviens, je ne sais pas, si j'ai une autre possibilité, je vais venir à coup sûr. Mais je pense qu'on pourra garder le contact. Et puis, si jamais il y a d'autres échanges et autres, vraiment, ce sera le bienvenu. Que ce soit dans ce cadre, que ce soit dans le cadre d'Africa 21 ou dans un autre cadre, ça sera vraiment le bienvenu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et merci Julien d'avoir organisé tout. Merci.